Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 30 juin 2021 pour cette dernière émission de la saison. Notre invitée est romancière et scénariste, elle s'appelle Faiza Guène. On est très heureux de la recevoir dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. C'est parti. Et bonjour Faiza Guène. Bonjour. Je l'ai dit, vous êtes romancière, car je crois que vous préférez ce terme à autrice ou écrivaine, vous nous direz peut-être pourquoi, et scénariste. Votre dernier roman, je l'ai ici, La Discrétion, est paru chez Plomb, la rentrée littéraire dernière, et il sortira, je crois, à la rentrée en poche chez Pocket. Et vous êtes connu pour beaucoup d'autres livres, on ne va pas tous les montrer, mais notamment Millennium Blues, chez Fayard, ou un livre qui s'appelle Un homme, ça ne pleure pas toujours, chez Fayard. Alors, et puis bien sûr, il y a le livre qui vous a lancé en littérature, qui s'appelle Kiff Kiff Demain. C'était le premier livre en 2004, vous aviez 19 ans, et ce livre vendu à 400 000 exemplaires, traduit dans 26 pays, vous a lancé en littérature. On vous a invité parce que ce mercredi 30 juin, c'est la dernière, et avant l'été, et on souhaitait refermer cette saison avec une invitée qu'on aime et qui nous parle, et on l'espère qui parle aux gens qui regardent À l'air libre régulièrement. Avec moi pour aujourd'hui parler avec vous, Célia Mebroukine de la rédaction d'À l'air libre. Salut Célia. Salut Mathieu. Faiza Guène, ce mercredi 30 juin, sort au cinéma un film qui s'appelle Sœurs, réalisé par Yamina Benguigui avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwen, Afsia Herzi. L'histoire de 3 sœurs franco-algériennes qui vivent dans l'espoir de retrouver leur frère Reda, enlevé par leur père et caché en Algérie. C'est un film dans lequel vous avez un rôle, on y reviendra. Ce pays, l'Algérie, où elles retournent à l'occasion du décès de leur père. On regarde un extrait de la bande-annonce. Tu nous prends pour des étrangères. Pour toi, on n'est pas de chez vous. C'est la meilleure, ça. Vous êtes des Algériennes maintenant. Vous grandissez en France, vous vivez en France. Les liens, ils étaient coupés. On est venu chercher notre vrai amour. Est-ce que tu veux nous aider? Si t'avais pas divorcé, on n'en serait pas là. pour que vous soyez libre. Sœurs, donc en salle à partir d'aujourd'hui. Dans ce film, vous jouez la cousine Soumaya qui les accueille en Algérie, ces 3 sœurs. Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a parlé dans ce scénario? Moi, ce qui m'a parlé en fait dans cette histoire, c'est globalement le dialogue en fait entre les Algériens nés en Algérie et la jeunesse algérienne et en fait les Français d'origine algérienne. Et je trouve qu'il y a un dialogue qu'on n'entend pas beaucoup, qui se fait pas beaucoup. Donc c'est ce dialogue qui m'intéressait dans l'histoire de ce film. Et aussi l'expérience de jouer dans ce film, parce que pour moi, c'est pas mon métier, mais c'était inédit et c'était une jolie expérience pour moi aussi. Alors, ce film, il se passe au moment où le Hirak, cette contestation sociale profonde, a éclaté en Algérie. C'était en 2019. Il y a 2 jours, dans cette émission, on a reçu le célèbre journaliste algérien Khaled Drareni, qui est poursuivi par le régime, qui a été en prison. Il nous disait que malgré la répression, ce mouvement pour plus de liberté a été et reste très puissant. Est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment? Moi, j'ai le sentiment de toute façon que le peuple algérien est un peuple qui est profondément résistant, qui a dans son épiderme en fait cette capacité de résilience et de résistance, et que oui, je crois que quand même, ils nous l'ont prouvé l'année dernière. Malgré les événements, malgré la situation sanitaire, en fait, ils ont toujours poursuivi la contestation, ils ont continué à manifester. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment un exemple. Ouais. En 2004, je l'ai dit, votre entrée en littérature, c'est Kiff Kiff Demain, succès mondial. Et en France, un peu comme toujours, en fait, une sorte d'étonnement. On vous a décrite comme une Sagan des banlieues à l'époque. J'ai retrouvé ce titre de Courrier international, quand la banlieue parisienne produit une surdouée de la littérature, comme si c'était improbable d'une certaine façon. Et vous avez dit en 2020, c'était en septembre 2020, j'étais la première de mon espèce, j'ai été traitée comme un singe savant, un phénomène de foire. Qu'est-ce que la réception de ce livre à l'époque disait et dit peut-être toujours de la société française? Parce que ça raconte... En fait, c'est un épiphénomène, mais pour moi, qui raconte beaucoup sur la manière dont, d'abord, on perçoit les enfants de l'immigration postcoloniale. À l'époque, c'était la banlieue. J'ai l'impression que c'est un peu moins la mode. On parle d'autre chose, parce que maintenant, on dit plus facilement arabe, noir, voilà, musulman.
Mais à l'époque, c'était quelque chose de vraiment nouveau. Il y avait encore vraiment ce regard, je trouve, plein de condescendance, mais j'ai eu du mal à le décrypter sur le moment parce qu'évidemment, moi, je n'étais jamais sortie de ma banlieue et c'était la première fois que j'étais confrontée à cette perception que j'ai trouvée violente, mais j'avais du mal à la décrypter à l'époque. Donc c'est avec le recul de 16 ans que je peux le dire aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était hyper déroutant parce que j'avais parfois l'impression juste de devoir justifier le fait que je savais lire et écrire. Vraiment, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Il y a même récemment, dans un entretien avec notre consoeur Faiza Zerwala sur Mediapart, vous avez dit, parce que depuis vous avez écrit beaucoup de livres, et ça restait finalement la même expérience, vous avez dit, même quand tu es dans l'universel, que tu racontes les sentiments, l'amour, la vie, on ne lit, on ne voit que tes livres que comme des romans sur les Arabes. Est-ce qu'en France, il y a toujours cette assignation infligée à une romancière, un romancier dont les parents sont des immigrés ? Et est-ce que même sa langue, en fait, est toujours ramenée à l'origine, finalement ? En fait, l'injustice, quand on fait le métier que je fais, quand on veut raconter des histoires, la plus grande injustice, c'est si je dis « je », en fait, je dis « nous ». Ouais. Donc déjà, je suis dans une forme de responsabilité que je n'ai pas choisie, que je dois endosser. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a envie, en fait, de parler de son art, de sa création. Et finalement, on est contraint. Parce que c'est pas un choix, en fait. On est contraint de devenir une sorte d'ambassadeur d'un milieu, d'une communauté. Et en même temps, c'est quelque chose qui dit pas vraiment son nom, parce qu'encore une fois, on est dans un paradoxe qui est très français. C'est qu'en fait, on est dans une société qui, depuis longtemps, pousse vers l'assimilation. Et à la fois, nous refuse finalement cet espace de l'universel. Donc, moi, je suis tout le temps entre les deux. Et ça fait plus de 15 ans maintenant que... À la fois, je vais parler de mes romans, je vais parler de mes personnages, de mon processus de création. Et en même temps, là où on me met et comment on me regarde, ça, je ne suis pas libre de le maîtriser. Donc, je fais attention, je dois prendre des précautions quand je m'exprime. Et je sais bien que malheureusement, on n'est pas encore arrivé au stade où je suis simplement perçue comme une romancière de l'universel, mais comme, encore maintenant, je pense, l'incarnation d'une génération, d'un milieu social, d'un genre et de cette histoire de l'immigration que, l'air de rien, je porte un peu sur mes épaules. Ouais. À la dernière rentrée littéraire, il y avait votre livre, à la discrétion. Il y avait aussi le livre de Fatima Das, la petite dernière, qui raconte la tension entre le fait qu'elle est lesbienne, attirée par les femmes, et la religion musulmane, qu'elle raconte avec déchirement, qu'elle raconte avec dont elle exprime toute la tension qui se joue là-dedans. Et elle dit aussi quelque chose qui est pour le coup pas déchirant, qui est dit « Je ne veux renoncer à aucune identité ». Donc vous avez beaucoup travaillé, vous, sur la question de l'identité, à multiples niveaux. Le fait qu'elle dise ça, « Je ne veux renoncer à aucune identité », et qu'elle fasse part de ces tiraillements, ça lui a été beaucoup reproché. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? Parce qu'à nouveau, il y a eu toute une discussion, y compris dans les médias, autour d'elle. Il y avait l'émergence, là, à nouveau, d'une femme qui, elle aussi, a des parents immigrés. Et on a assisté un peu au même genre de discussion. Ouais. Bah moi, en fait, j'ai retrouvé, quand Fatima Das, son premier roman, a émergé, d'abord, moi, je l'ai lu, j'ai trouvé très beau. Je trouvais que c'est, en fait... Il y a une romancière qui est là, moi c'est ce que j'ai ressenti, je trouvais ça très beau et en fait ça me faisait mal de à nouveau l'entendre, devoir quelque part en fait réclamer le droit, la possibilité d'être dans son entièreté. Et c'est quelque chose qui est encore très mal accepté. J'ai vu à certains moments la réception de cette romancière, de la manière dont on a parlé justement des questions qu'elle soulève dans son roman. D'abord c'est un roman. Ouais. Et en fait, c'était fou, parce que je me dis... en fait, elle parle de foi. C'est de ça dont elle parle dans le roman. Pas forcément de religion, elle parle d'un personnage qui, justement, est traversé par cette complexité-là. Et c'est super beau, super intéressant. Et finalement, on la renvoie encore à ces catégories, cette façon de mettre les gens comme ça dans des cases et finalement de les réduire, en fait. C'est ça qui est, je trouve, assez injuste. Est-ce que 15 ans après votre entrée en littérature, vous sentez toujours une forme d'assignation et une forme de condescendance parfois par rapport à ce que vous écrivez ? Ou est-ce que finalement, le succès aidant, le fait qu'il y a un lectorat maintenant fidèle, etc., maintenant vous dites, en fait, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, j'avance. Ouais, c'est que je pense qu'il y a toujours une forme de mépris, il y a toujours une forme d'enfermement dans quelque chose, mais dont j'essaie de me libérer depuis longtemps. Maintenant, il y a l'âge aussi, j'ai plus 19 ans, il y a une manière aussi que j'ai de laisser glisser les choses parce que finalement, je m'en sors pas si
Je m'arrête à chaque... Il y a encore beaucoup de choses qui sont problématiques, honnêtement, dans la manière dont on parle de mes bouquins, etc. Par exemple En fait, la façon qu'on a toujours de me présenter pas comme une romancière et de me présenter presque comme un porte-parole. En fait, c'est ça vraiment la difficulté, c'est de sortir de ce rôle que j'ai pas choisi encore une fois. Mais bon, avec le temps, et je pense que maintenant, on est de plus en plus dans ces milieux à exister, à faire entendre nos voix, etc. Et à faire de la création et à le revendiquer. Donc c'est un peu, bien sûr, c'est moins fort qu'il y a quelques années en arrière. Mais surtout, en fait, j'ai eu la chance, moi, d'être traduite dans d'autres pays, de voyager. Et en fait, là, d'un coup, je me sens non seulement plus française qu'en France, et plus romancière. Il y a ces deux aspects qui m'ont beaucoup aidé aussi à progresser. Parce que plein de choses qui se jouent ici en France disparaissent quand vous êtes à l'étranger, quand vous parlez de votre livre à l'étranger. Oui, exactement. Et tout d'un coup, je me sens à ma place, en fait. Malheureusement, je suis obligée de quitter mon pays pour me sentir à ma place, c'est fou. Mais c'est comme ça. On va parler de votre œuvre, justement. Avec toi, Célia, tu as lu et beaucoup aimé le dernier livre de Faiza Gaine, La Discrétion. On va en parler un peu. Ouais, alors La Discrétion, c'est l'histoire de Yamina Taleb, femme septuagénaire, immigrée algérienne. Elle est mère de 4 enfants, 3 filles et 1 garçon. Eux la voient évidemment comme une héroïne, comme celle qui a quitté son pays, comme celle qui a tout sacrifié pour leur donner cette chance d'avoir une vie meilleure que la sienne. Mais c'est pas comme ça que la société française la traite. Elle vit les micro-agressions du quotidien, le mépris de certains, l'infantilisation des autres. Et c'est dans cette tension, en fait, c'est cette tension entre ces deux images qui crée au moins l'incompréhension de ces enfants et parfois même le ressentiment et la colère. Et c'est dans une des premières scènes de ce roman qu'on voit Anna, la plus jeune de la fratrie, accompagner sa mère à la préfecture. Et vous écrivez « L'agent derrière sa vitre se met à parler très fort en articulant lentement pour s'adresser à Yamina. On dirait qu'elle gronde une gamine. Une histoire de documents manquants. Et Anna, la plus jeune de la fratrie, lui fait d'abord remarquer « Elle n'est pas débile, c'est pas la peine de lui parler comme ça. » Donc s'ensuit une altercation entre Anna et cette agente. Et pour décrire le sentiment d'Anna, vous écrivez « Chaque fois qu'on se montre condescendant avec sa mère, il lui semble qu'elle rétrécit sous ses yeux, comme un vêtement lavé à haute température. » Et un peu plus tôt, vous écrivez aussi « Eux, ils savent qui elle est, ce qu'elle a traversé, et ils exigent que le monde entier le sache aussi. » Moi, je trouve ça très beau. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé votre livre. Et pourquoi il semble impossible, en fait, de prendre en compte l'histoire des personnes immigrées, voire même leur humanité, notamment pour celle de la génération de nos parents. Pourquoi ça? Moi, je pense pas que ce soit qu'on les ait oubliés. C'est aussi une volonté de les invisibiliser. Et c'est marrant parce que souvent, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup traversé pendant l'écriture de ce roman. Mais on dit beaucoup ces gens qui sont invisibles, ces gens qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. En fait, c'est pas des gens qui sont muets ou invisibles. C'est que moi, j'aime bien déplacer un peu l'angle et parler de ceux qui ne veulent pas les entendre, qui refusent de les voir. En fait, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que cette femme, elle existe, son histoire, elle existe. Elle a des enfants qui sont nés sur le sol français. Et finalement, on en revient aussi à mon parcours d'auteur. C'est que moi, ce que j'avais envie de travailler, la question que j'ai envie d'approfondir, c'est comment on fait accepter que ces récits sont des récits français, que ces familles sont des familles françaises. On a tendance à en parler comme, finalement, de ces histoires comme d'histoires marginales. Elles sont à côté du récit national, elles sont là, et parfois, c'est une petite étrangeté qui peut nous séduire parce qu'il y a un peu de folklore, et en fait, moi, ce que j'aimerais faire, et c'est pour ça que je parle tout le temps d'universel, c'est travailler de façon à ce que ces récits soient à l'intérieur du récit national. Donc pour moi, cette femme, finalement, on pourrait tous s'identifier à elle sans avoir cette culture-là ou cette histoire-là, nécessairement, mais parce que c'est une femme qui est aussi le fruit de l'histoire française. Et c'est une femme aussi discrète. C'est pour ça que vous avez appelé ce livre, j'imagine, La Discrétion. C'est Yamina, à la fin de cette scène d'altercation, elle est honteuse. Ouais. Elle se tient le visage, elle se tient la joue, comme toute mère algérienne honteuse. Mais quand vous dites on les invisibilise, en fait, ce sont aussi des personnes qui ont été poussées à être discrètes. Pourquoi les personnes de cette génération-là se sentent obligées d'être discrètes, se sentent obligées de ne pas faire front d'une certaine manière? Ouais, en fait, la discrétion, finalement, c'est un état d'esprit qui n'est pas, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, évidemment, du jour au lendemain. Et moi, c'est aussi l'idée du roman, c'est de parcourir l'existence de cette femme et de comprendre, en fait, en racontant dans l'intime, comment elle en arrive à être tenue au silence.
En fait, c'est le produit en fait, d'une existence, d'une histoire, pas seulement de l'histoire, c'est-à-dire franco-algérienne, avec la colonisation et la guerre d'Algérie, etc. C'est aussi son genre qui la met dans cette situation-là. C'est aussi le fait qu'elle soit issue d'une famille pauvre. C'est pas les mêmes histoires d'exil. Et puis elle arrive à Aubervilliers, elle n'arrive pas dans un village dans le Doubs. Enfin, il y a toute cette histoire-là et tout justement cette complexité qui produit cette douleur, ce silence, cette manière de ne pas vouloir faire de bruit et aussi la peur, en fait, qui est pour moi quelque chose qui se transmet. Parce que finalement, être discret, c'est un truc de survie. C'était ça la question aussi qui traversait le roman, c'était la survie. Et moi, ça m'a fait penser à un autre livre, plusieurs livres, mais dans son livre « Combat et métamorphose d'une femme », Édouard Louis raconte un peu les mêmes scènes de honte face à l'humiliation sociale de sa mère. C'est pas dans le même contexte, c'est en Picardie. On n'est pas dans une banlieue parisienne, c'est pas la même chose, et pourtant c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a aussi une dimension de classe, de rapport de classe dans cette humiliation ressentie. Absolument, c'est un des aspects évidemment que je traite. C'est pour ça que je dis que c'est pas un exil joyeux, parce que c'est voilà cette immigration qu'on connaît un peu du travail par les pères qui sont arrivés pour travailler, là en l'occurrence dans les mines au début des années 50, pour le père de famille dans le roman. Mais pour d'autres, ça a été l'usine. Voilà, donc ils sont venus pour être une force de travail, ces hommes. Et ces femmes, finalement, elles sont arrivées un peu dans leurs ombres. C'est beaucoup de femmes au foyer qui n'ont pas vraiment eu de place en société. Et donc oui, évidemment, pour faire le lien avec le livre d'Édouard Louis, c'est vrai que cet aspect de la condition économique, il pèse lourd sur ces réactions, sur cette manière d'être, sur cette manière de vouloir s'effacer à tout prix. Et là, évidemment, on rajoute la question de la religion musulmane, on rajoute la question d'être né en Algérie dans un contexte colonial. Il y a tout ça qui vient s'ajouter. Mais c'est vrai que si c'était une famille qui était arrivée en France dans d'autres conditions sociales, l'histoire n'aurait pas été la même, bien sûr. On va se projeter maintenant un peu plus dans l'actualité, mais exactement en lien avec ce qu'on se disait, puisqu'on parle là de femmes musulmanes. Elles sont aujourd'hui souvent, régulièrement, quasiment tous les jours ciblées à travers des polémiques récurrentes dont notre pays semble avoir le secret. Tenez, la dernière en date, par exemple, ça date d'hier, 2 jours après les élections régionales, où le fait majeur quand même a été l'abstention. Eh bien, un amendement déposé à l'Assemblée nationale par le MoDem pour empêcher les assesseuses des bureaux de vote d'être voilées. L'électeur qui va voter, effectivement, il ne sait pas qui sont les assesseurs, qui est le président du bureau. Et je pense que ce lieu-là, si on veut le sacraliser, justement, il doit être totalement neutre. Et les assesseurs qui vont là-bas doivent être d'une neutralité totale, qu'elle soit politique ou religieuse. Comme ça, il y aura zéro influence sur le vote, parce qu'il peut y avoir influence sur le vote, comme l'a dit mon collègue Pupponi, et vous le savez très bien. Donc, Madame Avia, je suis désolé, mais ce n'est pas un amendement Bardella. Ce qu'on a posé là, c'est du simple bon sens. Un amendement voté par le MoDem et la droite, rejeté par le gouvernement, et on a eu la colère de la députée socialiste de Paris, Lamia El Harraj. À chaque fois qu'on veuille expliquer une chose qui nous déplaît sur un sujet relatif, que ce soit à la liberté, que ce soit au vote, que ce soit à la laïcité, bizarrement, c'est toujours des femmes qu'on parle et de leur tenue. C'est absolument étonnant, pour ne pas dire complètement atterrant de votre vision. Et enfin, cher monsieur, osez dire dans cet hémicycle qu'aujourd'hui la France n'est pas multiculturelle. Je ne sais pas dans quel pays vous vivez, mais clairement, vous ne vivez pas dans le même pays que moi. Et j'espère que vous avez honte de ce que vous dites. Personnellement, vous me donnez envie de vomir. Voilà, alors là, c'est un exemple comme ça, sur l'instant de ce qu'on vit actuellement dans le débat politique depuis plusieurs mois, mais là particulièrement en juin 2021, dans un pays où on a 65% d'abstention, 2 jours après des élections, la présence de femmes voilées comme assesseuses est donc le problème majeur. Qu'est-ce que ça nous raconte? Déjà, ça me raconte que ce député, il s'est levé un matin en se disant « j'ai une idée de génie, il a dit le bon sens ». En fait, ce qui est terrible, bon, ça va être des banalités, parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'on répète tout le temps les mêmes choses, c'est tout le temps les mêmes qui sont ciblées, c'est tout le temps des femmes, et les femmes voilées, c'est quand même la cible privilégiée depuis quelques temps maintenant, ça fait quand même un certain nombre d'années. Mais moi, ce qui m'interroge derrière ça, parce que cette obsession avec le voile, on en parle tout le temps, on commence à voir que voilà, ça commence à se voir, quoi. Seulement, moi, le truc qui me chiffonne beaucoup là-dedans, c'est quoi la question de la neutralité en France? C'est-à-dire être neutre, c'est finalement, si j'en crois mon bon sens à moi, c'est être blanc, sans religion visible. Donc c'est ça la neutralité, et c'est
encore une fois, des confusions autour de cette question de la laïcité, autour de cette question de la neutralité. Moi, j'ai l'impression, encore une fois, j'ai toujours le sentiment, et après ça c'est très personnel, mais que c'est une manière, encore une fois, de nous exclure, d'être exclus finalement du sentiment d'appartenance à la nation, en fait, encore une fois. C'est que, alors on peut être français, mais à condition que Donc on n'est pas dans les conditions. Et voilà, et je trouve que déjà, enfin voilà, il n'y en a pas 1000 des assesseuses voilées, il ne faut pas déconner non plus, moi j'en ai pas vu beaucoup, je ne sais pas vous. D'ailleurs, la polémique a été lancée par Jordan Bardella, candidat du Rassemblement national en Île-de-France. Évidemment. Qui a voté devant. On a vu l'image. Voilà. Et honnêtement, nous a fait un peu plaisir. Mais voilà, mais écoutez... Célia ? Non, mais en plus, Jordan Bardella, ce qui est assez dingue, c'est que dans cette publication, ne pointe même pas du doigt la présence de cette femme voilée. C'est-à-dire que c'est cette photo sur les réseaux sociaux qui a été reprise par des tweetos qui en ont fait une polémique et qui est donc reprise par quelqu'un du Modem, quoi. Enfin, en fait, on en est là. Comment vous expliquez cette fascination pour les mères arabes, musulmanes, des quartiers populaires dans le discours? Enfin, je veux dire, pourquoi en négatif? Qu'est-ce qui se passe là? C'est le corps des femmes qu'on veut gérer. Enfin, comment vous voyez ça? Parce que ce débat sur la tenue des femmes, en particulier des femmes musulmanes, au-delà même du voile, extrêmement récurrente. Après, on est dans d'abord une islamophobie, pour moi, qui est évidente. Et puis, en fait, on est finalement dans les mêmes ressorts, qui sont des ressorts qui datent pas d'hier. Encore une fois, si on se penche un petit peu du côté de l'histoire coloniale... la question de la femme et de la femme voilée, elle est déjà au centre de l'imagerie, de la fantasmagorie française. Donc après, pour moi, c'est juste un ensemble de stigmates qu'elles portent, c'est-à-dire elles incarnent exactement ce qu'on a envie d'effacer et qu'on a du mal à faire partir. Et pour moi, c'est une manière, en fait, finalement, c'est une manière très déguisée comme ça, Des fois, je me dis, ces gens, ils aimeraient bien claquer des doigts et qu'on disparaisse tous, qu'on soit plus là. Mais ils peuvent pas. Donc alors, on fait des amendements, des lois, des trucs, pour nous écarter, juste pour pas être dans le champ de vision. Mais en fait, c'est pour ça que je dis, faut accepter un jour qu'on est le fruit de l'histoire française et qu'il faut composer avec. Je sais que c'est un peu balourd de le dire comme ça, mais en fait, on est là, on va pas s'en aller, en fait. Ouais. À l'inverse, l'activiste Fatima Ouassak, elle a publié un livre qui s'appelle « La puissance des mères » sur leur force politique pour renouveler leur politique, le fait qu'elles sont là au quotidien et qu'elles peuvent avoir une force politique dans le monde actuel. Est-ce que vous en pensez quoi de ça? Oui, évidemment, ça a l'air pareil, hein, ça a l'air des choses qui sont évidentes, mais pourtant, il faut les rappeler. Il faut rappeler qu'elles ne sont pas enfermées dans les cuisines, que ce sont elles qui éduquent, c'est la génération qui arrive, et qu'il y a une manière, en fait, de réduire, qui est permanente, réduire, dire... et c'est Fatima Ouassak, d'ailleurs, qui le dit. Elle dit, quand on parle des mères des quartiers, on dit souvent les mamans des quartiers. Il y a quelque chose de très condescendant, l'air de rien, dans le fait... Et en plus, l'air de leur donner de l'importance ou de la considération, on dit les mamans des quartiers, elles sont toujours des associations, elles font des couscous le samedi. C'est un peu ça leur manière d'être politique, alors qu'on est loin de la réalité. Donc, et pour moi, c'est une grosse erreur de penser que... si vous voulez, l'aspect politique, on en est complètement écarté parce que, là, pour moi, c'est la politique dans l'intime. C'est que dans ces familles, dans le rôle qu'elles ont à jouer, ces mères, en fait, il est capital. Et il faut aussi sortir de la culpabilisation. Parce que souvent, quand il y a, ne serait-ce qu'un fait divers ordinaire, on dit « mais les parents », chose qu'on ne fait jamais avec les parents blancs, je veux dire... donc, vraiment, il y a une manière, encore une fois, de questionner la perception qu'on a de ces populations, tout simplement. Alors, en ce moment, c'est l'Euro de foot. Bon, la France, on l'a vu, a été éliminée avant-hier. Hein. Ouais. Mais peu importe, cette équipe est censée, selon Emmanuel Macron, avoir ravivé le sentiment d'appartenance français. Ce sont les mots du président. Et cette compétition, elle a été aussi marquée par le retour d'un homme, Karim Benzema, l'enfant prodige, l'enfant haï par certains, hein, ça dépend d'où on se place. Quand on a préparé cette émission, on m'avait dit, moi, je veux parler de Benzema. Pourquoi? Ouais. Bon, d'abord, j'ai une vraie admiration pour ce qu'il est dans sa carrière. C'est quelqu'un pour moi, c'est vraiment une forme d'exemplarité dans sa carrière de footballeur. Et surtout, je trouve que c'est presque, on pourrait dire, le syndrome Benzema pour parler de ces questions de complexité, d'acceptation, de perception. Il a incarné à un moment quelque chose pour moi qui était fou,
de à la fois on l'a porté comme ça, on l'a mis sur un trône et on est l'instant d'après, en une phrase, en une déclaration, tout bascule et ça devient il devient celui qu'on doit à tout prix haïr parce qu'il incarne comme un refus de patriotisme, je ne sais pas comment dire. Parce qu'il avait dit en 2016 dans le journal espagnol Marca, Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Et ça a fait un scandale. Et honnêtement, je pense que cette phrase, elle n'est pas si terrible. C'est-à-dire que, enfin voilà, moi je l'aime beaucoup, Benzema, je trouve qu'on a été terriblement injuste avec lui. Et cette phrase, finalement, quand je dis je la trouve pas si terrible, il n'a pas dit Didier Deschamps est raciste, il n'a pas dit non plus la France est raciste. Il a dit à céder à une partie de la France raciste, c'est qu'il ne faut aussi pas être dans le déni. Il y a évidemment une pression qu'on ne peut pas ignorer. Et en fait, à force d'être dans le déni comme ça, on a l'impression qu'on invente. Mais je pense qu'il est bien placé pour savoir que, bien sûr, qu'il y a un poids sur... Sinon, on ne passerait pas notre temps à lui reprocher de ne pas chanter la Marseillaise. On n'attendrait pas de lui quelque chose de particulier parce que c'est lui. Voilà. Juste un mot, il comparaîtra en octobre devant le tribunal correctionnel de Versailles dans une affaire de chantage par rapport à une sextape. Alors vous avez écrit dans Millennium Blues beaucoup sur notre ère numérique. Donc on est dans cet univers-là. En deux mots, ça réduit votre admiration un petit peu pour le personnage ? Non, ça réduit pas mon admiration pour le personnage. Franchement, je pense qu'on est capable de faire la part des choses quand il s'agit de Roman Polanski ou d'autres. On peut la faire quand il s'agit de Karim Benzema. Après, on ne pourrait pas la faire tout d'un coup... on n'a plus le droit de l'aimer parce que là, il menace, il met en péril quelque chose, je sais pas quoi. En tous les cas, moi, je ne sais pas s'il va regarder un jour cette émission, mais je lui apporte tout mon soutien. Ce que je voulais dire sur la question, sur l'aspect du numérique, c'est qu'en fait, une histoire pareille, il y a 20 ans, évidemment, on n'aurait pas eu le même impact. Là, maintenant, tout est passé au crible. On est vraiment dans la suranalyse de chaque déclaration. Après, je pense aussi que c'est un modèle pour beaucoup parce qu'il a une manière aussi à distance d'assumer qui il est dans son entièreté. Encore une fois, je parlais de complexité tout à l'heure. Mais moi, perso, quand il met des hashtags Hamdoulillah sur Twitter, je me dis, voilà, il n'y a pas de problème, on peut porter le maillot de l'équipe de France, le mouiller et aller et se donner à fond pour faire gagner son équipe et pour faire briller son pays. Et à la fois, faire un hashtag Hamdoulillah, en fait, ça peut marcher ensemble. Et pour moi, il incarne aussi ça aujourd'hui. Donc, c'est plutôt un encouragement pour moi. Ah, s'il nous regarde. Donc, Karim, on est avec toi, frère. C'est bien. Alors, vous avez aussi écrit une série créée par Antoine Chevrollier sur Malik Oussekine, qui sortira sur Disney+, et dont le tournage a lieu en ce moment même. Pour rappel, Malik Oussekine, c'est ce jeune étudiant d'origine algérienne qui a été tabassé à mort par des policiers le 6 décembre 1986, après des journées de manifestations étudiantes. Voilà un extrait d'un JT. Il a bien été matraqué rue Monsieur-le-Prince alors qu'il tentait de se réfugier dans un immeuble poursuivi par les forces de l'ordre. Un témoin capital, Paul Bezlou, fonctionnaire au ministère des Finances, rentrant chez lui, il a essayé de faire entrer Malik Oussekine dans l'immeuble. Ils se sont précipités sur, je crois qu'il s'appelait Malik, et l'ont roué de coups, matraque et coups de pied. Et moi, j'ai reçu quelques coups de matraque sur la tête. À l'époque, Pierre Mauroy, député socialiste, interroge le Premier ministre Charles Pasqua sur ce qu'il s'est passé. Et le maintien de l'ordre dans notre pays. Or, vendredi soir, on a vu la police frapper. Un homme est mort. Samedi soir, on a vu des policiers manifestement sans ordre laisser faire les casseurs pendant plusieurs heures. Pourquoi, monsieur le ministre de l'Intérieur? Ce que j'ai à dire, c'est que ça fait vraiment récupération politicienne. Ensuite, c'est vrai que la mort de ce jeune étudiant nous a tous touchés. Et vous n'avez ni le monopole du cœur, ni celui de la générosité, mais non, ni celui... Mais non, mais ni celui de l'intelligence. Et 20 ans plus tard, la ville de Paris inaugure une plaque en sa mémoire, sans aucune mention du fait qu'il a été tabassé par des policiers. Faiza Guène, pourquoi vous avez voulu travailler au sujet de Malik Oussekine? Alors donc c'est, comme vous l'avez dit, le créateur de la série, Antoine Chevrollier, qui m'a proposé d'écrire sur ce projet. Non, tout de suite, ça a été évident pour moi que ça avait du sens par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et voilà.
Et c'est lui qui portait ce projet. Et voilà, il n'avait pas besoin de beaucoup pour me convaincre. On a, je crois, avec cette histoire, quelque chose qui est très symbolique, même aujourd'hui. On a travaillé dessus ensemble pendant plusieurs mois et moi j'ai constaté à quel point il y avait des similitudes et des résonances en fait avec ce qu'on connaît aujourd'hui, avec la question des violences policières qui revient de nouveau et avec aussi les méthodes finalement, que ce soit des politiques ou des journalistes qui sont strictement les mêmes et c'est déroutant à quel point. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce procédé qui est de décrédibiliser, discréditer les familles, culpabiliser la victime. En fait, ça, c'est systématique, ça revient à chaque fois. Et là, c'est pareil, ce que je disais tout à l'heure, dans le fait de déplacer un peu l'angle et de raconter du point de vue d'eux. Là, on avait envie, avec cette série, aussi de raconter du point de vue de la famille. Comment a été reçu, en fait, ce drame et passer par ça, par l'intime. Et voilà, donc, encore une fois, c'est toujours la politique par l'intime qui m'intéresse. Donc là, dans ce projet, voilà, on a eu tout l'espace pour le traiter comme ça. Qu'est-ce que justement ce passage par l'intime vous a permis de comprendre, peut-être, sur cette affaire et sur les violences policières aujourd'hui, leur aspect systémique éventuel? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a eu des clés de compréhension nouvelles avec ce passage par l'intime? Les clés de compréhension, en fait, finalement, elles sont pas nouvelles, mais je veux dire, la répétition, ça confirme, ça nous renforce dans l'idée que il faut faire admettre, il faut raconter ces histoires, il faut pas enterrer ces mémoires-là. La plaque, elle est en hommage à Malik Oussekine, elle est au sol. Moi, mon rêve, c'est qu'elle soit sur un mur et pas par terre. Donc, en fait, l'idée, c'est que plus on racontera ces histoires, et plus on les racontera comme des histoires françaises, comme quelque chose qui a cristallisé à un moment. Oui, c'est pour moi le symbole, vraiment, ça incarne, en fait, encore une fois, le drame français, qui est le fait de ne pas regarder, considérer ses citoyens à égalité. En fait, c'est simplement ça. En fait, tout ce qu'on fait, en tout cas moi, en tant qu'auteur ou qu'artiste sur d'autres domaines, pour moi, la création, ça sert aussi finalement à reconsidérer, à voir, du point de vue de la fiction, par exemple, réinterroger finalement ce truc de liberté, égalité, fraternité. En fait, interroger les paradoxes de notre société. C'est ça qui est beau, et on peut le faire. Et je suis très très fière d'avoir participé à ce projet, vraiment. Et je crois que pour faire cette série, vous êtes plongé dans les archives, notamment, les archives de la presse, où vous avez trouvé quelques archives exprimant, à la fin des années 80, un racisme clair. Ah oui, des éléments de langage incroyables, où on pose clairement la question dans un hebdomadaire, faut-il avoir peur des bicots ou des bougnoules, je sais plus le terme exact, un des deux, qui est pas, ni l'un ni l'autre sont très, très jolis, mais voilà, on posait des questions comme ça. Et puis ça m'a permis aussi d'avoir un recul sur la manière dont on considérait ce qu'on appelait les beurs dans les années 80. Et avec cette idée de gauche, comme ça, de toute la génération ne touche pas à mon pote. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en 35 ans, qui est un peu déroutant pour la société d'aujourd'hui et pour cette génération-là, de ces associatives, des gens du Parti socialiste notamment. Ce qui est déroutant pour eux, en fait, c'est qu'on leur dit, en fait, j'ai pas besoin de ta main. Le pote, en fait, il va prendre la parole et il va parler lui-même pour lui-même. C'est ça qui est déroutant aujourd'hui et qui est un peu déstabilisant et qui réinterroge une manière d'être ensemble en société, en fait. C'est ça que la gauche a du mal à comprendre? J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu déroutant parce que les rôles étaient bien définis jusqu'à maintenant. Et c'était très bien de se dire, on va vous aider, on va vous... Alors voilà, pas comme ça, mais je veux dire, on va vous tendre la main. Et là, il n'y a plus ce fantasme de on a besoin d'être sauvé par vous. En fait, on peut très bien le faire nous-mêmes. On arrête d'être discret, en fait. Exactement. On arrête d'être discret, on prend enfin la parole, quoi. Et si on nous laisse un peu de place, en fait, on a des choses à dire aussi. Je vous ai terminé par une question. On est tourné autour de ces sujets, la laïcité, la sécurité, l'extrême droitisation, y compris dans les médias. Comment vous interprétez tout ça? Est-ce que c'est un relent de l'histoire coloniale qui n'est pas réglée? Est-ce que c'est une panique morale? Est-ce que c'est une peur? Et quelle peur? Et surtout, quel antidote à ça? Je crois que c'est beaucoup de peur, ouais. Je crois que c'est beaucoup de peur. Je crois qu'il y a une inquiétude de perdre ce qui constituerait le modèle français. Et je vais dire un truc plutôt optimiste pour terminer, en fait. C'est que, pour conclure, je crois qu'on a tellement de ressources pour repenser ce modèle français que finalement, c'est une inquiétude qui n'est pas fondée,
mais que c'est difficile à faire entendre. Et que, par la force des choses, de toute façon, on va le faire entendre à un moment donné, et que repenser le modèle français aujourd'hui et repenser ce qui le constitue, et retrouver de la cohérence dans nos valeurs communes, voilà, il y a des chances que ça s'améliore. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Sur ces mots-là, merci d'être passé par L'air libre pour la dernière de la saison. On rappelle votre dernier livre, La discrétion chez Plomb. Il sortira à la rentrée en poche. Vous allez rester encore avec nous quelques secondes pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage et surtout abonnez-vous. Vous savez, Mediapart ne vous informe que grâce aux abonnements. D'abord, un passage en Palestine. Combien de temps Mahmoud Abbas pourra-t-il encore tenir? Le président de l'autorité palestinienne fait face à une contestation populaire. Les manifestants dénoncent son bilan désastreux et l'accusent d'autoritarisme. La mort suspecte d'un opposant dans les locaux de la sécurité palestinienne aggrave encore la colère. Amélie Poinceau s'est rendue à Pau. Un projet méthanier soutenu par la communauté d'agglomération et son président François Bayrou a été rendu possible par le déclassement d'un cours d'eau. Des riverains et 2 associations ont déposé des recours. Enfin, dans le club, on parlait de la gauche, Jean-Pierre Guérin explique pourquoi il a quitté ses fonctions de premier secrétaire fédéral du PS en Seine-et-Marne. Le département d'Olivier Faure, c'est un proche d'Olivier Faure et de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. En cause, la constitution des listes locales pour les élections régionales. Et surtout, il nous dit que le PS n'est pas sorti des jeux d'appareil malgré les promesses de Renaissance. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Vendredi, sur Mediapart, ne manquez pas notre entretien avec Florent Voros, auteur de Désiré comme un homme sur le porno et les masculinités. Samedi, le documentaire sera Rêver sous le capitalisme de Sophie Brumeau. Dimanche, il y aura un entretien avec Zahra Ali dans la série Irak de Rachida El Azouzi sur les combats féministes dans ce pays. Voilà. À l'air libre, c'est terminé pour cette saison. Je dis ça avec un peu d'émotion. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant toutes ces émissions. Merci à l'équipe d'A libre. On va tous les citer: Armel Baudet, Martin Bessin, Christophe Guignot, Youmni Kezouf, Célia Mebroukine, Valentine Auberti. Merci à notre équipe technique. On y va: Audrey Bauduin, Jimmy Beaufils, Pierre Catan, Julien de Cognac, Marc Descamps, Pierre Driot, Robin Dubois, Julien Elbar, Antoine Faure, Sofiane Gnaba, Stella Guillaume, Alexandre Huet, Thomas Jean, Justine Mazoyer, Bastien Prévosto, Stéphane Pruvot et Sidoine Tesson. Vous les voyez pas, mais ils sont très importants, majeurs pour la préparation de ces émissions. Nous, on se retrouve le 6 septembre à 19h avec encore plus d'enquêtes, de reportages et d'interviews. Prenez soin de vous, passez un bel été. À très bientôt.